Bonsoir et bienvenue dans Sport 10, votre magazine sportif qui traite de l'actualité sportive du département. Ce soir, nous parlerons de basket et de basket canadien, puisque en plateau avec moi, j'ai le plaisir de recevoir Simon Leblanc, qui est responsable de programme basket et recruteur en chef. Simon, bonsoir. Bonsoir. Voilà, donc nous reviendrons également sur la victoire des Guada Boys hier soir face à la sélection de Cuba. Et pour finir, il y aura aussi du hand, puisqu'en deuxième partie d'émission, vous pourrez suivre l'entretien qu'on a pu avoir avec les deux entraîneurs donc, des équipes participant au championnat de France, Euphémie Dartron et Rachid Lanclas. Euphémie de la ZUP et Rachid Lanclas, l'entraîneur donc de l'Intrépide Handball. Et on commence avec de l'athlétisme, puisque ce samedi, il y aura le championnat Open et Master au Creps Antilles-Guyane à partir de 15h. Les compétitions sont ouvertes aux catégories suivantes que vous pouvez voir donc en images. Des cadets à Master pour les courses et le saut en longueur. En ce qui concerne les compétitions de les cadets pourront y participer. Mais la prestation ne comptera pas pour le championnat. Donc il y aura donc des courses du 400 mètres, du 100 et du 110 mètres haies, du 100 mètres femmes, du 5000 mètres hommes, 3000 mètres femmes, 400 mètres femmes, 400 mètres hommes, 1500 mètres hommes et femmes, 200 mètres femmes, 800 mètres hommes et femmes, et puis des relais 4 fois 100 mètres hommes et femmes et 4 fois 400 mètres hommes et femmes également. Au niveau des concours, il y aura donc du poids chez les femmes et chez les hommes, de la hauteur et de la longueur chez les femmes et chez les hommes, du disque, du triple saut, du javelot. Donc tout ceci à partir donc de 15h demain au Creps, donc pour ce championnat Open et Master donc au Creps Antilles-Guyane. Voilà donc pour ces compétitions, pour cette compétition d'athlétisme qui aura lieu donc demain. On parle maintenant de cyclisme et ce week-end, donc, il y a le Grand Prix Boris Carène du 3 au 6 juin sur les routes de Guadeloupe. La première étape donc, avait lieu aujourd'hui entre Anse-Bertrand et Anse-Bertrand. Un parcours de 154 km, un parcours donc, qui était à faire 3 fois pour les participants engagés dans cette compétition. Et donc c'est Larry Lutin qui s'est adjugé la victoire donc, ce matin de la KPDLGB 118 devant Damien Ursel qui termine donc à la deuxième place. Troisième gagné Julien du vélo 2000 Rhino du Canada. Donc vous êtes peut-être venus ensemble de Montréal plus précisément. Et donc au classement général, justement, c'est Julien Gagné qui occupe donc la première place et donc qui porte le maillot jaune dans ce Grand Prix Boris Carène. À la deuxième place, on a Larry Lutin à 5 secondes et troisième Damien Ursel à 16 secondes. Donc la deuxième étape sera sur DE demain. Donc si vous voulez suivre nos coureurs et puis les encourager sur la route, n'hésitez pas. Et puis ils seront également présents donc dimanche et puis lundi pour clôturer ce Grand Prix. Voilà en ce qui concerne cette information vélo. On va se tourner maintenant vers Simon. Simon, rebonsoir. Rebonsoir. Alors, Simon, est-ce que vous pouvez déjà vous présenter, nous dire un peu ce que vous faites et qu'on vous découvre un peu dans vos fonctions? En fait, je suis ici pour établir des contacts avec les clubs, avec les dirigeants un peu du pôle, tous les intervenants du milieu du basket, mais aussi de d'autres sports que le Cégep d'Alma permet de faire ou offre à sa clientèle étudiante. Donc, on vient un peu pour exposer, expliquer l'offre de services qu'on peut faire pour nos étudiants athlètes, mais aussi les étudiants, puis de voir à peut-être offrir justement un parcours qui pourrait être intéressant au Canada pour les Guadeloupéens, en fait. D'accord. Donc ce cursus concerne des étudiants ou des jeunes? Est-ce qu'il y a donc quelle catégorie d'âge est concernée? Oui.
Le cégep d'Alma, c'est 2 volets. Il y a un volet qui est préuniversitaire, qui est un peu l'équivalent des prépas dans votre système français, qui dure 2 ans. Ensuite, il y a un volet qui est plus technique. C'est un diplôme qui est qualifiant et qui donne accès au marché du travail, et ça donne l'équivalent d'un bac plus 2 dans votre système français. Donc, la clientèle qu'on cible, on peut permettre à des étudiants qui auraient complété leur première d'avoir accès à un cégep au Québec. Par contre, on suggère quand même là, à nos étudiants athlètes de compléter le bac pour, s'ils ont une blessure ou si finalement leur expérience est peut-être pas satisfaisante ou à la hauteur de leurs attentes, au moins ils peuvent revenir dans le système français en ayant déjà leur bac. Donc, c'est la clientèle qu'on cible. Nous, on offre là, le basket notamment, mais pour les jeunes qui ont de 17 à 21 ans. Donc, ça donne une tranche d'âge là, qui est intéressante, et c'est surtout une clientèle qu'on cible pour pas être, exemple, concurrent à ce qui est proposé avec le pôle ou la Fédé. C'est que nous, on peut prendre des jeunes qui sont à développement tardif. Donc, des jeunes qui n'ont pas nécessairement été sélectionnés au pôle quand il y avait 14, 15, 16 ans. Ça donne une belle option pour eux pour la suite des choses, où ils peuvent voir le basket nord-américain, d'avoir une approche qui est différente du basket européen. Ça devient très complémentaire, puis je pense que ça en fait des joueurs qui sont justement plus complets et qui peuvent par la suite là, se servir de notre programme comme tremplin pour le prochain niveau. Très bien. Alors justement, donc vous êtes ici pour combien de temps? Vous avez déjà rencontré du monde? Est-ce que bon, du coup, ça se passe bien? Vous avez la sensation qu'il y a de grandes possibilités en Guadeloupe? Oui, je trouve les gens très accueillants, comme vous d'ailleurs. Mais en fait, oui, ça se passe bien. Puis on remarque beaucoup que le bouche à oreille est très efficace ici en Guadeloupe. Puis je dirais que c'est une belle similarité avec Alma, qui est une petite ville où tous les gens se connaissent. On est un petit cégep. C'est ce qu'on pense qui peut être un beau potentiel ici de partenariat et de collaboration, soit avec les clubs ou soit justement là, avec la Fédé. Une fois que c'est bien expliqué, je pense que les gens qu'on a rencontrés là, dans les derniers jours là, sont super satisfaits des rencontres. Puis moi, je vais normalement rester ici jusqu'au mercredi là, pour répondre à votre question. Ensuite, je pars pour la Martinique faire un peu le même genre de travail. Demain, on va faire un camp d'entraînement là, de perfectionnement pour les jeunes intéressés, justement dans la fourchette d'âge que j'ai parlé tout à l'heure, donc de 17 à 21 ans, là, qui sont à leur première ou à leur terminale. On va être au Creps, là, au gymnase Bambok. Donc, c'est ouvert à tout le monde? Oui. Dans le sens où, pour moi, c'est toujours un plaisir de donner là, des notions de basketball. À ce moment-là, là, ça peut être un très beau camp. Là, même si les gens ne sont pas nécessairement intéressés à venir à Alma, ça peut leur faire une belle occasion de faire du basket puis d'avoir un bagage différent, en fait. Ce sera de quelle heure à quelle heure, du coup? Ça commence à 13h. Normalement, là, je vais m'ajuster selon le nombre de personnes qui vont être présentes. Là. Pour moi, vu que c'est une première expérience, là, c'est dur de calculer le taux de participation. Mais on a réservé une plage de 3 heures. Donc, il y aurait peut-être une possibilité de faire 2 vagues là, d'environ 1h30 si on a beaucoup de monde. Si on n'a pas beaucoup de monde, on fera un entraînement de 2 heures. Là, puis par la suite, peut-être des petits matchs là, ou des souhaits que vous dites. Vous êtes déjà bien imprégné. Ouais, je m'adapte assez facilement, je dirais. Merci. Donc alors, cet entraînement, donc effectivement, donc ouvert à tous. Donc vous invitez tous les clubs, tous les basketteurs qui seraient intéressés dans cette tranche d'âge-là, de venir demain au Creps. Ouais. Alors. Par la suite, si jamais vous en trouvez est-ce que c'est vous qui faites le choix, ou est-ce que peu importe le niveau entre guillemets, vous acceptez si le projet reste cohérent, si le jeune présente les qualités requises? De la façon qu'on procède, on a des rencontres qui sont obligatoires dans notre processus de recrutement, d'un avec les parents, parce que ça reste toujours un projet que les parents doivent participer généralement, ne serait-ce que pour l'aspect financier. On va en parler justement. Il reste que on fait une rencontre avec les parents, on fait une rencontre aussi avec le jeune en question pour vraiment voir s'il peut adhérer à notre programme qui est très strict. On est vraiment un programme que pour vous dites carré, là, donc qui
qui est très rigide, très strict, un peu à la Coach Carter, je dirais, pour le film. Ben, c'est important de bien placer les choses pour que, à la fois que le jeune réponde à nos attentes, mais aussi que nous, on réponde aux attentes du jeune. Donc, on est vraiment dans un principe de collaboration, puis de toucher l'individu dans son ensemble. Donc, il doit être prêt à changer des habitudes de vie, au-delà de juste se dire qu'il vient dans notre programme, qui a quand même envoyé des joueurs professionnels, qui a envoyé notamment Chris Boucher qui est en NBA, mais aussi 8 autres joueurs là, qui sont dans des réseaux professionnels à travers le monde, que ce soit en Irak, en Asie, dans des ligues d'Europe aussi ou en Allemagne. Ben, c'est pas seulement leur présence dans notre programme qui va faire qu'ils vont réussir ou qu'ils vont atteindre leur objectif. Il faut encore qu'ils travaillent et qu'ils mettent l'effort et les sacrifices. Donc, c'est pour ça que les rencontres obligatoires là, deviennent pertinentes. Si on a la chance, tant mieux, on les fera sur place, mais sinon, en visio, là, on le fait assez facilement. On est habitué. On a plusieurs joueurs africains. On a des joueurs même au Portugal ou dans plein d'autres pays qui ont de nationalité française. Ben, c'est ça. À ce moment-là, on fait les rencontres. C'est aussi pour ça le but de ma visite, de rencontrer les dirigeants, parce que j'aime avoir le référencement de comment les athlètes travaillent dans leur milieu, parce que souvent, les vidéos qu'on reçoit, c'est rarement des vidéos où les gens se mettent pas en valeur. Je dirais Effectivement. Il y a des retouches un peu comme ici dans un studio de télé. Il reste que je veux avoir le portrait le plus réel possible des candidats, puis comme ça, ça me permet. Pour répondre un petit peu plus précisément à votre question du départ, pour les niveaux de jeu, il reste que comme notre programme a plusieurs équipes, on est quand même capable de prendre des jeunes qui sont peut-être de moins bon niveau, mais en guillemets sans devenir péjoratif. On peut leur permettre de venir et d'améliorer leur niveau de jeu pour atteindre leur plein potentiel. Et ça ne veut pas nécessairement dire qu'ils vont pouvoir aller universitaire. Au moins, ils auront eu un très beau passage au niveau collégial, puis ils auront peaufiné leur niveau de jeu. On peut justement, avec notre volet élite, on va quand même faire des tournois aux États-Unis, on fait des tournois dans la région de Toronto. C'est sûr que ça donne une plus grande visibilité que souvent des parcours un peu plus nichés. C'est un peu le même principe que les centres de formation. Les centres de formation en France, bien qu'ils soient super qualifiés, il reste que la réalité, c'est qu'ils évoluent très rarement aux États-Unis. Donc, quelqu'un qui veut vivre l'expérience en Amérique du Nord, on devient un beau tremplin, mais sans la barrière de la langue. Donc, de pouvoir évoluer en français, puis de pouvoir évoluer souvent à moindre coût, je dirais, là, parce que c'est sûr que l'avantage de l'euro par rapport au dollar canadien, déjà, à la base, ça devient un avantage qui est non négligeable. Et aussi le coût de la vie qui est beaucoup moins élevé à Alma qu'en métropole pour vous. Donc, c'est des éléments qui deviennent intéressants. Puis même pour les parents, je dirais que d'être à 4 heures d'avion ou à peu près, c'est déjà plus sécurisant. Là. La situation géographique là, est favorisante là, pour un projet comme ça. Alors, justement, donc un projet, donc si on s'investit dedans, est-ce qu'il y a un nombre limite de participants que vous acceptez par année si jamais vous découvrez un jeune talentueux et qui doit partir, quel va être du coup le processus? Le processus se fait en 2 temps. Donc, il y a une demande d'admission qui doit être faite, qui est comme dans tous les cégeps au Québec. Une fois que l'admission est réglée, il y a un processus qui devient de l'immigration. Donc, ils doivent demander le certificat d'acceptation du Québec, qui est pour la province du Québec. Et ensuite, le permis d'études qui sert de visa là, pour traverser la frontière canadienne. Tout le processus, là, dans son ensemble, prend environ 20 semaines. C'est sûr qu'avec la pandémie, c'est ça. Avec la pandémie, même les délais ont augmenté. Donc, c'est une décision qui n'est pas à prendre à la légère parce qu'on parle pratiquement de 6 mois de démarche. Il faut déjà commencer, si il y en a des intéressés, on peut commencer là, à partir des prochaines semaines, soit en vue d'une arrivée au mois de janvier, ou une arrivée qui est plus, je dirais, normale, là, qui est plus le parcours normal pour le mois d'août, mai 2023, parce que là, réalistement, ça ne pourra pas être au mois d'août. Ça peut pas être 22. Donc, c'est un peu ça le processus. Est-ce qu'il y a un nombre maximum? Pas nécessairement, parce que ça dépend toujours du nombre de joueurs qui quittent pour aller dans les universités ou qui diplôment, donc ça varie d'une année à l'autre.
cette année, on accueille les championnats provinciaux du Québec à Alma. Donc, c'est sûr que dans ma planification, j'avais moins de place de recrutement pour le mois d'août 2022 parce que je voulais une équipe à maturité avec des joueurs qui ont déjà fait un plus long parcours dans notre programme puis qui arrivent à point pour le championnat provincial. Donc, c'est une réalité avec laquelle il faut composer. Mais par contre, ça veut aussi dire qu'à partir de 2023, on va avoir plus de place parce que nécessairement, on va avoir plus de départs là, pour les universités. On a déjà quand même là, 3 Guadeloupéens là, dans le programme actuellement, dont justement là, un qui va revenir aussi là, avec un rôle très important, probablement le rôle de meneur qui touche le ballon le plus souvent sur le terrain, qui est Noah Frédéric, que quand moi je l'avais vu, là, il était pour le MJCA. Là. Donc, c'est ça, il y a déjà des offres universitaires, donc c'est déjà, je trouve, un beau parcours, un bel exemple, ça va être un super bel ambassadeur, là, à la fois pour la Guadeloupe, mais à la fois même pour notre programme à Alma, là, quand il va aller au niveau universitaire. D'accord. Donc, justement, alors, on parlait tout à l'heure du coût de la vie, mais c'est du coup une formation qui a aussi un coût. Donc, c'est un investissement aussi pour les familles. En général, on est aux alentours de quel montant? Je peux vous le donner assez précisément. Je vous dirais que c'est environ 10 000 $ canadiens, tout compris. Donc, à la fois le sport, l'hébergement, là, tous les frais de subsistance, c'est environ 10 000 $ canadiens. Donc, on peut parler d'autour de 8 000 € selon le taux de change. La particularité, c'est qu'il y a une entente entre le Québec et la France qui fait que les étudiants avec la nationalité française ne paient pas les frais de scolarité. D'accord. Donc, les étudiants, exemple d'autres pays que la France, en Europe ou même en Afrique, eux, ils doivent quand même débourser là, 20 000 $ pour les frais de scolarité. Et en plus, les frais de subsistance. Donc, pour eux, une année, c'est environ 30 000 $ canadiens, donc 3 fois plus là, qu'un étudiant français. Donc ça, ça reste que je crois que c'est une option qui est quand même peu coûteuse comparée à aller en centre de formation là, en France métropolitaine parce que, même le coût de la vie là-bas est plus cher. À Alma, c'est sûr que les logements, on peut parler qu'une chambre un peu en colocation là, avec des aires communes partagées. On est autour du, je dirais 300 $ canadiens, là, peut-être 225 € autour d'eux. C'est les éléments avec lesquels il faut composer. Par contre, il faut quand même calculer pour les parents qu'ici en Guadeloupe, il n'y a pas le bureau pour la prise de données biométriques. Il n'y a plus le service ici en Guadeloupe. Donc, il faut aller en France métropolitaine pour le faire, soit à Paris ou à Lyon. Donc, c'est quand même qu'il faut calculer un voyage là-bas. Donc, donc c'est vraiment une grosse organisation. Il y a vraiment pas mal de choses à mettre en place. On ne peut pas se dire du jour au lendemain, je vais intégrer le programme. Donc, c'est vraiment un processus qui doit se mettre en place, une réflexion aussi à mener pour les familles avant de se lancer dedans. Tout à fait. Mais par contre, on a des ressources qui sont là, qui sont à temps plein. On a une ressource qui est là pour faire le suivi administratif et aider dans ces démarches-là. D'accord. On peut considérer que le temps est long puis qu'il y a quand même beaucoup de papiers, mais je crois que dans votre système français, vous êtes quand même aussi habitué à avoir beaucoup de papiers. Beaucoup de oui. Beaucoup de devis, beaucoup c'est un peu notre principe au Québec. Ça se fait par des gens, là, dans le sens où, avec de l'accompagnement, quand on donne chacune des étapes, on a même des vidéos qui expliquent comment faire, et la personne ressource qui est là pour répondre aux questions. Donc, les gens ne sont pas laissés à eux-mêmes. On fait même une prise en charge quand l'étudiant arrive à Montréal à l'aéroport. On fait un accueil regroupé, on les prend en charge dès leur arrivée, on les installe. Il y a 2 semaines avant le début des cours où on donne des ateliers d'intégration, on les aide à se placer dans leur appartement, expliquer c'est quoi les us et coutumes, on va dire, différentes, les lois qui sont différentes aussi entre le Québec et la France. C'est plein d'éléments comme ça qu'on facilite leur intégration avec notre équipe, là, je dirais, multidisciplinaire, là, dans le sens où il y a une intervenante sociale, il y a une psychologue, il y a nous comme entraîneurs et comme intervenants, mais il reste qu'il y a beaucoup d'autres personnes aussi autour là, du programme qui aident beaucoup. Puis en étant un petit cégep, ça amène une proximité puis une dimension humaine qui est plus facile d'intégration que dans les grandes villes. Nous, on est un cégep de 1000 étudiants, on a 100 étudiants internationaux à peu près par année. C'est 10 % de notre clientèle, mais pourtant, on a beaucoup de ressources humaines là, qui sont monopolisées pour faire tout cet encadrement-là puis s'assurer que ça se passe bien.
Alors justement, vous parliez du jeune Frédéric, ambassadeur entre guillemets, on l'espère. Ouais. Alors donc son parcours, est-ce que vous pouvez un peu donc retracer justement et aujourd'hui à quel point il en est? Je dirais que quand je suis venu ici pour la première fois avant la pandémie, on connaissait pratiquement pas personne, aucun intervenant. On faisait juste faire dire, il y a des bonnes athlètes en Guadeloupe par les entraîneurs, soit en France ou des entraîneurs dans notre réseau de contacts aux États-Unis. D'accord. On a dit, on prend une chance, puis on est venu ici pour une mission au début d'une semaine. Et une fois sur les lieux, on a commencé à connaître certains intervenants qui, là, ont fait du bouche-à-oreille avec d'autres et on a réussi à voir plusieurs personnes. Mais je suis arrivé au Rézet, je crois, le nom, pour voir le MJC. Au début, j'avais regardé le calendrier disponible sur Internet par la Fédération, qui est plus ou moins oui, ça dépend. À jour, oui. Plus ou moins, c'est vrai. C'est ça. Donc, avec ce que j'avais comme information, je suis arrivé, puis finalement, le match avait été déplacé, puis ça n'avait pas été modifié, mis à jour. Donc, je suis arrivé pendant un entraînement du MJC. Puis là, j'ai tout de suite vu Noah avec une éthique de travail. Et je me disais, si à un entraînement à 32 degrés sur un terrain coup-ci, coup-ça, il donne ce rendement-là et surtout cette énergie-là, OK, là, il peut être intéressant, malgré qu'il y a une petite stature, une petite grandeur. Je suis par la suite, j'ai modifié un peu mon plan de match des matchs seniors et U20 que j'allais voir, puis je suis allé au Paul Chonchon pour voir un match senior justement de son équipe jouer, puis là c'est là que je l'ai vu, là, son potentiel, je trouvais qu'il y avait vraiment un petit quelque chose d'analyse du jeu, de vitesse, un beau mélange de meneurs qu'on pouvait développer si on amenait un petit surplus au niveau technique, puis qu'on lui donnait la chance là, d'avoir un rôle peut-être plus élevé, là, en fait. Puis finalement, il avait déjà démontré de l'intérêt à venir au Québec, il avait déjà commencé des démarches. Puis par pur hasard, son père était assis dans les estrades avec moi. Donc j'avais fait toute l'explication que je fais là durant le match. Puis à la fin du match, il me dit, oui, mais quel joueur il vous intéresse? Je dis, le numéro 5. Il dit, c'est mon fils. Alors, ça s'est fait un peu dans l'humour et tout, mais ça a été super bien. Puis là, depuis qu'il est à Alma, c'est sûr qu'il a augmenté sa masse musculaire, il a augmenté même encore sa vitesse, qui le différencie de plusieurs joueurs au Québec. À ce moment-là, il performe super bien. Puis dans la majorité des situations. Donc, il réussit à trouver les solutions. Je pense que c'est ça qui le démarque. Déjà, d'avoir des offres par McGill, des offres par Queen's, des universités en Ontario. Il reste que McGill, c'est quand même dans le top 10 des écoles, des universités pour le diplôme exact en médecine. Ça reste une université reconnue. Donc, ça ouvre des portes. Le sport ouvre des portes et permet de rester à l'école et de diplômer au final. Donc, ça devient des bons ambassadeurs, comme je disais, mais surtout des bons citoyens. C'est sur quoi on axe. Puis Noah, c'était un bel exemple. Il travaille toujours. Tous les jours, il est à la salle de musculation. Essaie de prendre tous les conseils. Il y a une belle ouverture. Nous, on dit que c'est un jeune qui est coachable, on va dire entraînable. D'accord. Ça, c'est super intéressant de travailler avec lui. Il a toujours le sourire. On travaille certains aspects parce qu'on lui donne un rôle plus important. Donc, nécessairement, des fois, quand il réussit pas, vu qu'il est compétitif, il y a un peu de frustration. C'est normal. Oui. C'est ce qu'on lui apprend à gérer cette émotion-là parce que tous les autres joueurs autour de lui, si lui, ça va pas bien, les autres joueurs, ça va pas bien non plus. Donc, de prôner toujours par l'exemple parce que nécessairement les meneurs de jeu ont la balle peut-être 60-70% du temps dans leurs mains. Donc, c'est eux qui dictent le jeu. Cette responsabilité-là, il faut être capable de l'avoir sur ses épaules. Donc, c'est ça, je pense, qui apprend le plus en Amérique du Nord, puis à prendre du contact, à jouer plus avec son corps. Parce que je trouve que le basket, ici en Guadeloupe, mais je dirais le basket européen ou l'approche européenne est beaucoup plus sur les systèmes et l'exécution technique et stratégique. Tandis que nous, c'est sûr qu'on est plus dans le basket américain, donc c'est encore un peu des situations d'un contre un ou des situations physiques. Noah, c'est un bel exemple de ça. Là, il se retrouve, il peut utiliser son physique et sa vitesse. Je pense que ça, c'est une belle réussite, là. Très bien. Alors, donc on rappelle, le rendez-vous, donc c'est demain.
Oui, demain 13h au Crips, donc au gymnase Bambock du Crips. Parce que je sais qu'il y en a un autre aussi qui est extérieur, là, donc pour ne pas se mêler. Oui, voilà, c'est celui qui est vraiment à l'intérieur. Ouais. Et donc vous attendez tout le monde. Oui, avec leur ballon, idéalement, parce que, bon, là, avec les délais qu'on avait là, pour réserver, là, c'était un petit peu là, dernière minute parce qu'on avait des demandes. Ben là, c'est ça, idéalement, d'apporter leur ballon, comme ça, on va pouvoir faire l'entraînement. Parce que mes valises n'étaient pas assez grandes pour amener 50 ballons. Vous êtes seul, justement, ou vous êtes accompagné d'un autre encadrant de chez vous? Pour cette mission-ci, je suis seul. Normalement, on est deux. Normalement, on a toujours une intervenante qui est là pour expliquer justement le cursus académique, donc tout le cheminement, plus en détail, de vraiment voir tous les cours qu'on touche. Mais pour cette mission-ci, je suis seul. C'est en préparation de revenir au mois de novembre, là, après le congé de la Toussaint, dans votre calendrier à vous. C'est ça, on va revenir. Donc, c'était plus une prise de contact, un réseautage, dans le but de vraiment optimiser la mission du mois de novembre. Et là, à ce moment-là, on rencontrera peut-être plus de parents, plus de là, vous allez vraiment, avec les personnes, avec les clubs que vous avez pu contacter, vous allez là vraiment mettre en place des rencontres avec les jeunes même du club, les parents, la famille et tout ça, pour vraiment présenter le projet. C'est ça, exactement. Le fait de mieux expliquer aussi qu'on veut être collaborateur, qu'on ne veut pas juste arriver ici puis être un peu dans l'attitude américaine un joueur a du talent, il est grand, il a un bon physique, OK, on le prend, venez-t'en. On n'est pas dans ça. On est plus dans travailler avec les programmes pour devenir une autre porte de sortie supplémentaire. Après, si le choix répond aux attentes de l'individu, entre ça ou le parcours qui est plus tracé d'emblée vers la France métropolitaine, moi je pense que ça devient un choix de l'individu, mais au moins je crois qu'on ait une option qui est très valable et très intéressante là, pour les jeunes ici là, de la Guadeloupe. Il y a déjà même des mesures de mobilité avec des bourses par la région Guadeloupe. D'accord. À ce moment-là, ça devient plus facile d'aller au Québec là, à ce moment-là, financièrement pour les parents, mais aussi même pour les jeunes. Justement, de vivre quelque chose de nouveau, ça devient une expérience humaine à la fois, qui n'est pas seulement dans le sport. C'est de s'adapter à la neige. J'allais vous poser la question. La question de la température, oui. La température, par moment, on a 60 degrés d'écart avec ici, dans le sens où il fait du moins 30 degrés à Alma. Cette année, on a eu plus de 2 mètres de neige. C'est différent. Quand je regarde un peu plus, là, nous, on n'a pas nécessairement les émissions de la Guadeloupe, mais quand je vois celles de Paris aux émissions, puis que je vois qu'à Paris, pour 5 cm de neige, la ville est fermée, c'est sûr que nous, même avec 40 cm de neige, le cégep reste ouvert. D'accord. Donc, c'est important d'avoir des bons vêtements, mais une fois bien habillé, on réussit à le faire. La vie est quand même agréable. En été, il fait 28-30 degrés comme ici. C'est juste que nous, l'été dure un mois. Les salles sont bien chauffées alors. Oui, ça, il n'y a pas de problème. Puis nous, on est toujours en gymnase intérieur. Il n'y a pas de basket extérieur. Au moins, ça, c'est déjà bien. Oui. Donc, très bien. On rappelle encore le rendez-vous de demain pour essayer de toucher un maximum de jeunes qui puissent profiter de votre présence et de votre séance d'entraînement. Donc, qui sera proposé, on le rappelle, demain à partir de 13h. À partir de 13h, oui. Au Creps. Ça se destine aussi bien aux filles qu'aux garçons. Parce qu'on a parlé, on n'a pas précisé, il n'y a pas de distinction de sexe. C'est sûr que nous, en ce moment, on a un programme qui est plus vers les garçons. Par contre, s'il y a des filles qui viennent, il n'y a pas de problème, on va donner le même entraînement. Et peut-être que, justement, comme on n'a pas nécessairement en ce moment le programme féminin, je pourrais quand même faire le lien avec d'autres entraîneurs que je connais, qui ont des bons programmes, un bon encadrement, puis eux pourront faire les démarches. Là. Ça, il n'y a pas de souci. On est assez aidant ou facilitateur dans le sens où ça reste une compétition, mais on vit la même passion. Puis je pense que c'est important aussi de plus penser aux jeunes que de penser à notre programme nécessairement. Là. Donc c'est un peu l'approche qu'on a dans tout ce qu'on fait. Là. C'est de dire, donnons une belle porte de sortie à ces jeunes-là pour qu'ils continuent de vivre leur espoir puis d'aller à leur plein potentiel.
Très bien, merci beaucoup Simon pour toutes ces belles précisions et je vous rappelle encore une dernière fois, rendez-vous demain au Krebs à partir donc de 13h si jamais vous êtes intéressé, que vous voulez découvrir ce que propose justement cette structure et que vous voulez peut-être orienter vos enfants là-dedans. Voilà, nous on poursuit juste avant la pub. Donc hier soir les Guada Boys donc avaient un premier grand rendez-vous face à Cuba, une entrée en matière qu'il ne fallait pas rater. Et donc, retour sur les réactions des protagonistes après la victoire 2-1 hier soir face à Cuba. On a envie d'aller de l'avant, malgré le fait que peut-être que le jeu n'était pas peut-être à la hauteur de ce que j'espérais. Mais il a fallu ça, il a fallu batailler dur. C'est quand même une belle équipe en face, donc nous, on doit monter notre niveau. Mais comme je le disais à votre collègue, c'est difficile de pouvoir peut-être entamer un match avec des joueurs qui arrivent petit à petit. Et puis, on n'a pas pu peut-être bien se préparer, tous les joueurs. Mais je pense qu'on va monter en puissance. Ouais, je pense que ça a été un match difficile. On a montré qu'on faisait preuve de solidarité et c'est très très important dans ce genre de match. Et le plus important, c'est la victoire. Et pour mon premier match avec la sélection, c'est vrai que je suis content parce qu'on commence par une victoire. On entame bien ce tournoi, donc du coup, ça nous donne des crédibilités et de la confiance pour les matchs suivants. Il faut continuer. On a gagné le premier match à domicile, ça fait du bien. Maintenant, il faut se concentrer sur les prochains matchs. Je pense quand même que ce match-là va nous donner énormément de confiance et c'est ce que j'espère. Mais je suis vraiment satisfait des gars. Une satisfaction effectivement pour cette première victoire et donc le prochain rendez-vous c'est déjà dimanche pour les Guada Boys. Voilà, on se retrouve tout de suite après la pub pour la suite de Sport 10. Reste avec nous, on parlera handball. De retour sur le plateau de Sport 10 et là nous partons directement au niveau de Paris où nous pouvons rejoindre nos deux entraîneurs donc de la ZUP et de l'Intrépide comme je vous disais en début d'émission avec qui nous nous sommes entretenus un peu plus tôt dans l'après-midi et donc qui vont nous livrer bien sûr leurs sentiments sur cette compétition qu'ils sont partis disputer en métropole. Et voilà, donc nous sommes de retour dans Sport 10 avec cette deuxième partie en compagnie donc de Rachid Lanclas et Euphémie Dartron. Rachid Lanclas, coach de l'Intrépide et Euphémie Dartron, coach de la ZUP. On parle bien sûr de handball et des finalités de nationales qui se déroulent donc depuis cette fin de mois et début de semaine. Et donc nous allons avec ces deux coachs faire un petit peu le point et puis faire aussi l'état des lieux avant donc les deux finales de demain. Alors Euphémie et Rachid, bonsoir. 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 Alors justement, donc oui, on vous entend, À quelques heures justement donc de vos deux grands rendez-vous, est-ce qu'on peut faire donc un petit point sur la compétition, comment ça s'est déroulé pour chacune de vos équipes? Honneur aux dames. Écoutez, compétition plutôt cohérente et plutôt satisfaisante. On est parti avec l'idée de disputer la finale du tournoi ultramarin. Donc l'objectif a été atteint. On reste dans nos objectifs parce qu'on savait qu'au niveau du niveau de compétition sur la Réunion, ça aurait été difficile à jouer, à aborder, puisqu'on partait dans l'inconnu sur la finale ultramarine. En l'occurrence, on a fait un match plutôt satisfaisant et bien dans l'adversité. Donc nous sommes... j'ai envie de dire dans l'idée de continuer de performer avant d'aborder cette finale de National 3 de demain. Au niveau de l'Intrépide ? Au niveau de l'Intrépide, j'ai envie de dire la première phase a été plus ou moins réalisée comme on le souhaitait, puisque notre effectif n'était pas très important. On avait pas mal de blessés, donc on a dû gérer avec l'effectif qui était là. Donc pour l'heure, on se concentre sur la finale de demain, qui je pense, on va également dans l'inconnu. On ne connaît pas forcément l'adversaire. C'est aussi ça la contrainte. Donc on va essayer déjà
déjà mentalement, je pense que les filles sont prêtes pour pouvoir aborder ce match-là parce que c'est des filles aussi qui sont aussi expérimentées. Donc on verra comment ça se passe demain. Malheureusement, c'est comme ça et on fera avec. Voilà. Alors justement, une compétition qui, on va dire, qui est une formule assez compacte où vous enchaînez beaucoup de rencontres quand même sur très peu de jours. On sait que c'est vrai que la situation sanitaire a fait que la préparation n'était pas forcément évidente. Les championnats ont repris tardivement. Et aujourd'hui, comment physiquement sont vos deux équipes? C'est vrai que vous disiez tout à l'heure qu'au niveau de l'Intrépide, il y avait pas mal de blessés. Mais est-ce que du coup aussi, physiquement, vous avez pu gérer comme vous le souhaitiez ce tournoi-là? Non, puisqu'on n'avait pas un effectif important, donc on n'a pas pu faire beaucoup de rotation. Donc la conséquence de tout ça, il y a des filles qui ont été sollicitées sur 3 matchs consécutifs. Donc il y a eu des blessés, il y a eu de la fatigue qui a été accumulée. La récupération n'a pas été forcément là au bon moment, puisque quand on regarde le match qu'on fait contre le Gelder, le deuxième match, et le match qu'on fait contre l'Arsenal, il y a un monde, il y a vraiment un monde. Donc c'est un peu dommage, mais il faut aussi accepter ce genre de résultats. Ça veut dire que les autres années, il va falloir faire autrement, anticiper aussi des choses. Donc c'est aussi de l'expérience qu'on prend par rapport à ce genre d'organisation, tout simplement. Voilà. Au niveau de la ZUP, de notre côté, on a, comme je pense maintenant la France entière sait, un effectif relativement jeune. Qu'en plus, on s'est amusé à préparer toute la saison à jouer à fatiguer. Ça veut dire que toutes les journées de championnat, même les playoffs, on s'est amusé à ajouter des séances d'entraînement pour créer l'état de fatigue. Donc, je dirais que physiquement, ils sont prêts. La différence, par contre, se fait comme face à la Réunion, à la nouveauté pour eux, au manque d'expérience. Donc, en vrai, il aurait fallu que les deux équipes soient combinées. Je pense qu'on aurait un tournoi et puis comme ça sera réglé. Mais surtout, je pense que ça va plus se jouer dans la tête qu'au niveau physique de notre côté. On a réussi, même si on n'a pas énormément de rotation aussi, et puis vous avez pu le voir sur le plan régional, mais on a réussi à préserver un peu les joueurs au maximum avec l'ensemble du staff. Donc à essayer de les mettre dans une position physique d'acceptation du combat et de la répétition des matchs pendant la compétition. Mais comme Rachid le disait, notre point faible, si on doit en trouver un à la porte de cette finale, c'est que les équipes qu'on va affronter ont pu nous étudier pendant une semaine, alors que nous, on a zéro information sur ces équipes, que ce soit d'un point de vue collectif, individuel. Alors on essaie de choper des feuilles de match pour voir quels pourraient être les meilleurs joueurs. Je pense qu'il y a une chose sur laquelle on ne doit pas, j'ai envie de dire cracher, c'est qu'on a jusqu'à aujourd'hui représenté dignement notre région, notre sport, notre discipline, notre envie de partager cette discipline, de continuer de l'amener plus haut. Et je pense que ce que fait le handball après 2 années de crise sanitaire, je rajouterais la crise sociale, d'un point de vue régional et d'un point de vue club associatif, c'est quand même à mettre à l'honneur et puis on peut se rendre compte que c'est quand même une discipline qui essaie tout le temps d'aller de l'avant. On a joué des équipes Réunion, Mayotte et Guyane et Martinique qui, elles, ont repris les championnats beaucoup plus tôt que nous, ont eu beaucoup plus de matchs dans la saison qu'on a réussi à gagner. Donc ça prouve qu'il y a quand même un travail qui se fait sur notre territoire et j'en profite, mais il faut. Du coup, qu'on puisse échanger avec vous aujourd'hui, ça prouve quand même qu'il y a un travail qui est fait derrière. On ne sait pas sur combien de temps on va pouvoir être rentable. On essaie de ramener la coupe à la maison, mais en tout cas, on aura tous les 2 clubs et tous les effectifs jouer à fond dans l'idée de représenter haut et dignement notre année sans handball, voire notre année et demie, et l'idée qu'on a de continuer de développer notre sport sur le territoire.
C'est vrai que le hand, comme toutes les activités, a repris tardivement, comme on le disait au début. Et c'est vrai que la formule aussi peut-être proposée a eu aussi cet avantage de permettre au club de pouvoir, on va dire, avoir beaucoup de rythme aussi, puisqu'avec cette formule de tournoi et de jouer effectivement plusieurs matchs sur une même journée, a permis peut-être aussi de retrouver plus de rythme plus rapidement, on va dire, de réduire, on va dire, cet écart physique et qui vous permet d'être quand même bien présent sur cette compétition finale. Je partage pas forcément parce que les matchs en termes de gestion sur du 2 fois 30 minutes et du 2 fois 10 ou du 2 fois 15, ça n'a rien à voir. La preuve, vous voyez le tournoi que nous on joue là à Paris, on a une phase de groupe pour jouer en 2 fois 20 minutes et la finale ultramarine on la joue en 2 fois 30. Et effectivement, dans la formation, dans l'information, en tout cas dans l'appréciation du match et de la compétition, la gestion, que ce soit au niveau du turnover, de la récupération, des temps forts dans un match, puisque j'aime bien comparer au football parce que tout le monde connaît le foot et qu'on est quand même sur un espace beaucoup plus réduit où effectivement on est sur de la répétition des efforts intensifs sur un espace réduit dans un temps réduit, le plus de fois possible. Et quand vous gagnez un match en 2 fois 10 ou 2 fois 15 par 10 buts d'écart, en 2 fois 30, vous pouvez le perdre de 8 buts. Parce que la gestion des efforts n'est pas la même, la gestion de la répétition et de l'exigence n'est pas la même. Donc, je ne suis pas sûre que ce soit la formule qui nous ait permis d'être physiquement prêts ou d'appréhender cette compétition-là avec l'envie de jouer. Mais par contre, il y a une chose qui est sûre, c'est que la volonté et j'ai envie de dire le fait d'être content d'arriver à ce stade-là, malgré les péripéties qu'on a passées et puis les adaptations des différentes crises, font que bien sûr on a enfin l'impression de jouer une vraie compétition et donc du coup tout est décuplé. Là-dessus je vous rejoins. Après la formule, moi en tant qu'entraîneur, tout ce qu'on a fait pendant l'année n'a rien à voir avec ce qu'on vit sur cette semaine aujourd'hui. Voilà. Alors au niveau de l'Intrépide, c'est vrai que de toute façon, c'est une équipe qu'on a l'habitude de voir au niveau féminin et qui est justement très habituée aussi à cette compétition. Et donc là, le challenge, c'est aussi de réussir à on va dire, comment on arrive à maintenir toujours des filles à ce niveau-là et à les motiver malgré quand même tout ce qu'elles ont déjà gagné, tout ce qu'elles ont déjà réussi à faire et à accomplir. Et malgré tout, c'est vrai qu'on remarque que la soif de victoire est encore présente et bien présente. Tout à fait. Donc, c'est vrai que l'Intrépide maintenant commence à mettre en avant ces jeunes parce qu'on n'en parle pas souvent, même si elles ne sont pas nombreuses. On a quand même des jeunes joueuses qui sont dans l'effectif, notamment Nélia Goval qui a 16 ans, qui est capitaine. On a aussi Cassandra Hurum, on a Charlène Joseph. On a une nouvelle génération. Et c'est vrai que les anciennes, les joueuses très expérimentées, elles arrivent effectivement à les motiver pour pouvoir justement se donner l'envie de vouloir aller chercher un autre trophée. Parce qu'elles ont quand même un palmarès qui parle pour elles, hein, ça c'est clair. Hein. Garder cette motivation de toujours vouloir gagner, c'est sûr que c'est pas forcément évident, d'accord? Mais il a fallu, ça a été mon rôle quand même cette année, ça a été mon rôle justement de les solliciter, de leur dire que voilà, les jeunes ont besoin de vous, d'accord? Parce qu'on a quand même évolué lors des challenges à 7 joueuses. On n'avait qu'une seule remplaçante. Et il y avait essentiellement des jeunes et que 2 joueuses d'expérience, que 2 anciennes. Donc après, il a fallu aller chercher Danielle Bissan, Mélissa Perrault, Naïti qui, même si c'est vrai qu'elle était là, mais elle ne voulait pas forcément reprendre parce qu'elle avait une délicatesse avec sa blessure, une blessure qui la gêne depuis un petit moment. Donc tout ça, il a fallu faire tout ça, fédérer tout le monde pour pouvoir justement leur dire mais il y a quelque chose au bout. Malgré le fait qu'on est resté pendant 3 ans sans compétition, sans finir la compétition, il y aura quelque chose au bout. Il y aura des finalités. Il faut qu'on y aille. Donc à partir de là, c'est vrai que l'équipe en elle-même a été constituée il y a 2 mois.
le groupe même intrépide de Sainte-Anne s'est constitué il y a 2 mois. Donc ça fait qu'il y a des filles malheureusement qui ne sont pas venues avec la forme qu'elles ont l'habitude d'avoir à ce moment de l'année. Donc qui fait que c'est vrai que par moment on peut pêcher physiquement, on peut pêcher aussi mentalement. Dès qu'il n'y a plus de physique, il n'y a plus de mental par moment. Donc voilà, je dirais que ce qui se passe en ce moment avec l'intrépide, on est vraiment dans une logique, quoi. On ne peut pas forcément avoir cette régularité qu'on doit avoir quand on fait toute une saison. C'est un peu normal, voilà. Alors demain, donc grand rendez-vous pour vous deux. À quelques heures, donc là, tout le monde, tous couchés presque. Merci en tout cas aussi, je tenais à vous remercier d'être restés pour participer justement à cette émission. Et là, le mental, les esprits, je pense que là, tout le monde doit être un peu surexcité, survolté en attente de ces 2 rendez-vous de demain. Ouais, je pense que les joueurs et les joueuses sont surexcités, et puis c'est le côté aussi, c'est le point final d'une saison. Après, il n'y a plus rien, voire pas grand-chose. Donc, concernant, on a, pendant les 3 années qui sont passées, donc entre le fait de défendre notre titre, parce qu'on était ici en 2019, on avait repris la saison 2019-2020, qui se passait bien, on se projetait déjà sur les finalités, ça n'a pas eu lieu. On essaie de maintenir un groupe et avec ceux qui sont partis sur la métropole et d'en intégrer d'autres. Donc, si vous voulez, j'ai envie de dire, c'est le ballet final en vrai, c'est la dernière danse. Moi, la seule chose que je leur souhaite, de toutes les façons, peu importe, mais on a été plus loin qu'en 2019. Donc, j'ai envie de dire, si on parle sportivement, l'objectif, il est atteint avec toutes les difficultés qu'on y connaît. Qui danse, qui s'amuse. Il n'y a pas à rougir face à une équipe de National 3 qui n'a pas eu un match sur ces 3 dernières semaines. Il n'y a pas à rougir d'aller performer après ce qu'ils ont produit face à La Réunion, parce que il y a des moments de doute, hein. On est mené de 5 buts. Le match, il se joue dans les 30 dernières secondes de jeu. Donc, dans tous les cas, ça aurait été une super expérience, je pense, aussi bien pour les anciens joueurs, ceux qui sont en train de passer le témoin aux plus jeunes, et pour ceux avec qui on n'a pas pu voyager, mais en tout cas qui ont fait partie du projet depuis 2 ans, 2-3 ans, ce sont des années qui ont paru très très longues. Voilà. Moi, c'est pour ma part. Donc, il y a de l'excitation parce qu'on se dit qu'on aurait voulu que ça se termine bien, et puis que l'intrépide et la ZUP demain dansent ensemble sous le chapeau. Rachid, si on fait ça demain, on est tous d'accord. Ça existe ni en Martinique ni en Guyane, donc en vrai, ça serait très bien. Mais on est quand même lucide sur les armes qu'on a. Et c'est vrai qu'une finale, à un moment donné, on peut faire tous les calculs qu'on veut. Ça se joue au cœur, en fait. Hein. Donc, celui qui mettra un petit peu plus de cœur à l'ouvrage que l'autre, qui ramènera la coupe, soit, c'est quoi, à Paul Caraïbe, ou je sais pas où ils habitent les autres. Mais voilà. Mais l'objectif, c'est quand même que dignement, on fasse les choses bien et qu'on porte les couleurs de notre discipline et de notre région. C'est surtout ça, représenter la Wallonie dignement, c'est ça le plus important. Et je pense qu'on le fera, ça c'est sûr. Voilà. Vous allez tout donner, de toute façon vous serez, voilà, vous allez ressortir de là la tête haute et sans regret. Tout à fait. Le doute, c'est pour les autres. Nous, on ne doute pas, nous. Nous, on sait pourquoi on est là. On sait pourquoi on a payé des billets d'avion. On sait pourquoi on se lève le matin. On sait pourquoi on a des poches sous les yeux. On a accepté le combat. On a accepté le défi. Et en vrai, quand je vous dis le doute, c'est pour les autres, c'est que, je vous rassure, hein, derrière vos écrans, nous, on sait qu'on est venu là pour pouvoir aller se battre sur un terrain. Avec nos armes, on ne va rien inventer. Je vous dirai pas ça, il fait de belle, mais par contre, le bêta va être... Très bien. En tout cas, nous, on vous souhaite également que du bon, que du meilleur pour demain.
et que vous puissiez remplir vos objectifs avec vos équipes respectives. Et bien sûr, on espère vous revoir à Paul Caraïbes avec les trophées, bien sûr. Et puis, je pense que ça fera plaisir à la Guadeloupe et aux joueurs et à vous-même, parce qu'il faut aussi récompenser l'investissement que vous y mettez. Et je pense que pour ça aussi, il faut revenir avec des titres. Justement, vous, est-ce que avant de se quitter, vous, votre investissement, justement, parce qu'on parle souvent des joueurs, on parle souvent de l'investissement, des sacrifices des joueurs, mais les encadrants aussi. Il faut aussi qu'ils s'investissent. Ça demande aussi du temps, ça demande de la préparation. Et justement, vous, votre quotidien, c'est quoi? Quotidien, déjà de se réveiller avant tout le monde. Enfin, mon quotidien, c'est de me réveiller déjà avant tout le monde, d'accord, de préparer une journée comme si on était un chef d'entreprise. Hein. Franchement, c'est vraiment quelque chose de très prenant. Il faut être passionné, d'accord. Il faut être surtout passionné. On peut pas venir s'improviser. C'est pour ça que je dis, comme Euphémie a dit, il n'y a pas eu de hasard, d'accord. Si on est là aujourd'hui, c'est que vraiment il y a eu du boulot derrière. C'est pas, et quand je dis du boulot, c'est pas forcément sur le terrain, c'est aussi à côté, d'accord. On peut pas venir ici et gagner. Et on dit que c'est grâce à la chance. Non, c'est impossible. Il y a eu du travail. C'est vrai que pour parler de ma journée d'aujourd'hui, il y a eu le petit déj dans le premier temps. Après, on s'est vu, on a fait un premier point. Après, il y a eu un entraînement à 9h, d'accord. Après l'entraînement de 9h, il y a une séance de récupération balnéo. Donc voilà, après la balnéo, il y a eu le repas, il y a eu le point après le repas. L'après-midi, il y a eu une marche, de détente, voilà. Et après, on s'est revus pour le dîner. Et après le dîner, il y a une petite séance vidéo. Voilà, c'est ça la journée. Donc voilà, il y a du boulot derrière. Il y a vraiment du boulot derrière. Et ça s'improvise pas, d'accord. Et Euphémie qui est là depuis un peu plus de temps que moi, je pense qu'elle fait un peu plus que moi aussi à ce niveau-là. Alors ça se joue à rien du tout. C'est balle au centre là, c'est 0-0 parce que non, il n'y a pas de grande différence dans la journée. Maintenant, moi, si j'avais un message à faire passer à tous les futurs accompagnateurs et les accompagnateurs, mais éducateurs et puis tous ceux qui cherchent à transformer des joueurs et des joueuses, on ne peut les transformer que si on s'amuse à aller chercher leur motivation. Donc on peut pas arriver, moi j'aurais pu arriver toute seule et me dire ouais je vais être à Paris le 3 juin 2022 et jouer une finale de championnat national de France, ça n'existe pas. La motivation des joueurs et des joueuses qui dans le monde amateur, il faut la cibler. Et puis en fonction de ça, effectivement, on brode nos journées. Il y en a qui vont être plus en attente et plus demandeurs que d'autres. Il y en a qui vont venir vous voir 25 fois dans une journée parce qu'ils sont dans le doute ou parce qu'ils sont sereins. Ou, enfin, voilà. Toutes ces petites choses-là, on se décuple, on est accompagnateur de vie, on est sociaux, on est... Donc, on fait tout péter. Papa, maman, grand-mère, tout péter. Maintenant, c'est sûr que quand on arrive dans un milieu comme celui dans lequel on est, là, la Maison du Hand, entre autres, mais dans un milieu de compétition... le monde amateur, le chocage, on se rend compte qu'en fait, il n'y a pas la place. C'est soit tu te forces à professionnaliser ton approche et donc tu t'offres plus de chances d'être là avec vous ce soir, soit tu restes dans ton petit confort dans ce que tu fais habituellement, avec justement les tournois de 2x10, c'est pas grave si ça marche pas. Ben là, en fait, c'est grave quand tu as raté 10 minutes, c'est grave quand tu es en retard sur ton petit déjeuner, c'est grave quand tu as oublié de réserver pour la balnéo, c'est grave quand tu n'as pas pris en considération qu'il y avait peut-être un blessé qui arrivait. Donc, ça force. Hein, sincèrement, Rachid, parce qu'on travaille ensemble sur la Ligue et l'idée, c'est qu'on apprenne chacun de ces moments-là. Moi, j'ai eu la chance d'apprendre là-dedans. Et tout ce que j'apprends ici sur un point de vue national,
avec nos petits moyens, j'essaie de les ramener en Guadeloupe. Et je vous invite à le faire petit à petit. Comme ça, quand on arrivera dans ces environnements-là, les joueuses et les joueurs qu'on accompagne seront moins perdus parce qu'ils auront l'habitude de la planification, de la performance et de la récupération. Donc, ils seront moins perdus, moins dans la découverte. Et donc, du coup, ça nous permettra, je pense, et dans tous les sports, hein, de gagner un peu plus de temps, mais de reconnaissance de notre travail. Donc, la reconnaissance dans le sport, ce sont les titres. Donc, à partir de là, voilà, peut-être qu'on gagnera plus de titres. En tout cas, on fera pour amener de plus en plus de coupes et de médailles. Mais c'est vrai que ça nous force à nous professionnaliser. Mais moi, perso, moi, je m'éclate. Donc... faut vraiment aimer, ça c'est sûr, il faut vraiment aimer. Parce qu'il y a du boulot. Nous, en moyenne, en vrai, le problème, c'est que nous, on dort en moyenne 3 heures par nuit. Hein, parce qu'on termine avec vous. Après, il faut faire de la vidéo. Il faut qu'on prépare la journée de demain, qui est courte parce qu'on joue tôt. Donc, les heures de réveil, ainsi de suite, on dort en moyenne 3 heures. Donc, quand on sort d'ici, c'est sûr que pour nous, c'est une finalité. Demain, on parlait de dernière danse parce que... de toute façon, lui, je le surveille. Hein, il va y avoir le va redescendre, la petite larme, le petit câlin et tout. Mais en vrai, les joueurs et les joueuses, elles viennent et ils viennent pour jouer. Ils prennent leurs affaires, ils prennent leurs chaussures. Rendez-vous à 8h, ils viennent. Quand ils sont en prépa mentale, c'est avec eux. Mais nous, on a des groupes de 17, 18, 20 personnes. Il faut faire de l'individualisme, il faut faire de l'individualité et il faut après aller chercher du collectif. Et généralement, là-dedans, notre seul moment de récup, ce sont les fameuses 3 heures nocturnes. Où là, je me dis, bon, il faut que je pose parce que j'ai un truc à faire demain. Voilà. Très bien, on va pas trop empiéter sur votre programmation et sur votre temps, justement. On sait que demain, le rendez-vous est important pour vous, en tout cas, pour clôturer votre saison de la plus belle des façons. Et donc, comme je vous disais, on vous souhaite que du meilleur, que du bon pour demain. C'est vrai que c'est 11h30 demain, le premier match. Donc, pour nous, ça va faire un peu tôt, mais bon. Bien sûr, pour nous aussi. Donc voilà, en tout cas, bon match à vous. Et puis, on se donne rendez-vous à votre retour en Guadeloupe où ce sera avec plaisir que là, je vous accueillerai directement en plateau. Et puis, on pourra revenir encore plus largement sur cette saison de hand. Voilà. Merci à vous. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Voilà, bonne soirée à tous. Et puis, bien sûr, on se retrouve très vite pour un nouveau numéro de Sport 10.